Ce centre de détention pour courte et fin de peine sera orienté vers la réinsertion des individus. Ce sera un établissement uniquement consacré aux hommes avec un accueil prioritaire des condamnés originaires de la province Nord. Ce sera une prison dite semi-ouverte qui pourra accueillir 120 condamnés et chacun d'entre eux aura des conditions de détention différentes. Par exemple, 40 détenus seront au régime contraint, c'est-à-dire dans les cellules fermées. 40 autres détenus seront au régime respect ou encore respecto. Un module inspiré directement du programme en cours en Espagne. Ils auront le droit de circuler dans l'enceinte du centre. 40 autres détenus seront dans un module préparation à la sortie. Ces détenus pourront aller à l'extérieur. Pour l'heure, le bâtiment n'a pas encore été dessiné. Mais on sait déjà qu'il y aura une double clôture grillagée, dont une partie opaque. Ce projet de 2,7 milliards de nos francs devrait voir le jour en 2020. Jean-Jacques Urvoas, bonjour. Vous êtes ministre de la Justice et c'est la 4e fois que vous venez ici en Nouvelle-Calédonie, donc vous connaissez bien le pays. On sait aussi que pour vous, l'enfermement n'est pas la seule solution contre la délinquance. Quelles sont donc les alternatives qui vont pouvoir être mises en place rapidement? Je sais que la population pense toujours que la prison est la seule sanction utile. Mais dans notre code pénal, il est écrit que la prison est la peine ultime, c'est-à-dire que la privation de liberté est dédiée aux crimes ou aux délits les plus durs. Quand vous avez des petits larcins, vous avez des vols à la roulotte, quand vous avez de la petite délinquance, il n'est peut-être pas nécessaire d'incarcérer. Et donc il y a toute une palette de sanctions qui sont par exemple des travaux d'intérêt général, qui sont ce que nous avons inventé avec Christiane Taubira, qui s'appelle la contrainte pénale, qui sont des dispositifs qui peuvent se faire dans le milieu ouvert, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, mais avec des contraintes très fortes, des obligations de soins. Donc c'est des mesures qui vont être mises en place rapidement. Ce sont des mesures qui existent sur le pays, mais qu'il faut développer et qui ne peuvent se construire que si nous y mettons des moyens et des individus. Alors nous avons, pour ce qui est du ministère de la Justice dans la province Nord, déjà une antenne d'un service que l'on appelle d'insertion et de probation, c'est-à-dire en fait ce sont des personnels qui suivent les condamnés pour s'assurer que les obligations qui leur ont été imposées sont bien respectées. Et puis il faut aussi des personnels strictement pénitentiaires qui puissent être par exemple attentifs quand on condamne quelqu'un à venir dormir en prison mais qu'on laisse avoir une activité dans la journée. Justement, vous venez d'avoir vous entretenir par rapport à ça. Le nouveau centre pénitentiaire, ça va être un centre ouvert. À quoi va ressembler cette structure? Alors c'est une structure qui est unique et que nous voulons exemplaire. Elle est unique parce qu'elle contribue à la volonté de rééquilibrage qu'il y avait dans les accords de Matignon. Il y a aujourd'hui à l'intérieur du camp Est, il y a 143 détenus qui sont originaires de la province Nord. Et donc, pour leur permettre de purger leur peine, mais aussi de redémarrer, d'avoir une seconde chance, il vaudrait mieux qu'ils purgent leur peine au sein de la province, où ils ont le lien avec la tribu, avec leur famille, peut-être même avec leur activité professionnelle. Il sera exemplaire parce que nous voulons qu'à l'intérieur du centre, il y ait différents modes d'exercice de la sanction. Ainsi, par exemple, nous développons en métropole quelque chose qui s'appelle un module du respect, c'est-à-dire que c'est un contrat que les détenus signent pour s'engager, par exemple, à faire des formations, pour s'engager à avoir une activité. Et s'ils s'engagent ainsi, leur façon de vivre à l'intérieur de l'établissement est sans doute un peu plus acceptable, c'est-à-dire qu'on ne passe pas 23 heures sur 24 enfermé dans sa cellule. Il sera ouvert et du coup, il sera ouvert dans quel sens? J'ai toujours un peu de prudence avec les mots, parce que quand vous dites qu'une prison est ouverte, il y a comme une espèce de paradoxe. Mais en tout cas, c'est une prison qui est basée sur l'idée qu'on y purge sa peine, mais on prépare sa sortie. Donc ce n'est pas tout à fait ce que l'on rencontre en métropole aujourd'hui, où on est plus dans des logiques d'enfermement. Et est-ce que les détenus vont pouvoir avoir chacun leur cellule? Est-ce que vous savez déjà par rapport à ça? Il devrait, votre question est pertinente, mais malheureusement, elle devrait déjà dater, puisque depuis 1875, nos prisons devraient avoir qu'un seul détenu par
cellules. Mais ce n'est évidemment pas le cas. Au camp Est, par exemple, nous avons un taux de suroccupation de 125%. C'est-à-dire que nous avons 505 détenus pour 400 et quelques places. L'intention, la volonté politique pour Koné, c'est que 80% des cellules soient dédiées à l'encellulement individuel. C'est-à-dire qu'il n'y ait qu'un détenu par cellule. C'est l'intention. J'espère que nous arriverons à tenir parole. D'accord. Sinon, ça va ressembler à une prison... On verra. On verra. L'architecte n'est pas encore choisi. Ça sera l'objet des prochains mois. Et vous savez, beaucoup de choses sont décidées. On sert l'imaginaire des architectes. Je ne doute pas qu'avec le programme que nous établissons, il y aura une bonne insertion dans l'univers qui existe en province nord. Il sera bien desservi. C'est très important la desserte d'un établissement pénitentiaire parce que comment voulez-vous maintenir des liens avec la famille si on n'y vient pas facilement? Il aura évidemment une dimension très tournée vers la formation et l'insertion. Donc ça veut dire qu'il y aura des partenaires extérieurs qui viendront à l'établissement. Ce n'est pas les surveillants de prison qui vont donner les cours ou qui vont amener de l'activité. Donc c'est un établissement qui préparera l'avenir. C'est un établissement où la peine aura du sens. Donc justement, qu'est-ce qui sera proposé aux détenus? C'est encore un peu tôt pour le dire. L'intention, c'est qu'ils aient une activité. Évidemment, l'activité, elle ne peut être que liée à l'environnement. Et donc, il y a certainement peut-être dans le domaine de la santé, peut-être dans le domaine de la manutention, peut-être dans la manière dans l'emballage, enfin je ne sais pas, dans les fabrications de carton, il y en a beaucoup dans les prisons, ou peut-être même dans les vestimentaires. J'ai visité des prisons en France métropolitaine qui fabriquaient des chaussures. Bref, ça sera un petit peu en fonction, et j'ai demandé d'ailleurs tout à l'heure au commissaire délégué quels étaient les pôles d'activité qui existaient dans la province Nord sur lesquels nous pourrions déjà commencer à travailler pour voir quels sont les besoins des chefs d'entreprise ou leur capacité à confier une activité à des détenus. C'est toujours un peu compliqué parce que faire travailler dans une prison, ça amène des contraintes qu'on n'a pas quand on travaille librement dans n'importe quelle... Seront formés à ça. Voilà, on peut trouver des professionnels qui aient intérêt économiquement à faire travailler des détenus, mais qui aient aussi un intérêt social à prendre leur part dans la dimension d'insertion des futurs détenus. Et justement, par rapport à cette réinsertion, le rôle des coutumiers, est-ce qu'il ne pourrait pas être plus important, justement, par rapport à cette structure? Parce qu'ils ont actuellement un rôle uniquement consultatif, alors qu'on voudrait qu'ils s'impliquent plus. Nous avons passé au camp Est une convention avec le conservatoire de l'Igname, par exemple. Nous avons passé une convention avec le Sénat coutumier pour que les coutumiers viennent dans l'établissement pénitentiaire pour essayer d'avoir ce lien avec les détenus qui le voudraient. Donc c'est déjà vu avec eux quand même. Alors ça, ils sont associés. Moi, je souhaite même qu'ils prennent une place dans ce qu'on appelle l'application des peines. C'est-à-dire que j'aimerais, on a eu ce travail en réflexion les jours derniers, on va voir comment juridiquement on arrive à le concrétiser, mais moi j'aimerais bien que les aires coutumières puissent être reconnues comme pouvant accueillir des détenus. Vous avez annoncé aussi que du côté de Nouméa, il y a 13 postes qui vont être créés au camp Est. D'où viendra en fait ce personnel? J'ai effectivement annoncé cette augmentation d'effectifs parce que l'organigramme de nos prisons est calculé sur le nombre de places. Il n'est pas calculé sur le nombre de détenus. Il y a une autre partie des effectifs qui vont être dédiés à la sécurité, parce que quand un détenu doit aller faire des soins au futur Médipôle, par exemple, eh bien c'est plus loin que l'actuel hôpital. Il y aura donc ce qu'on appelle une extraction, c'est-à-dire un accompagnement par des personnels pénitentiaires de ce détenu. Donc cela veut dire qu'il y aura une surcharge de travail, et donc j'ai affecté 2 ou 3 postes supplémentaires de façon à ce que nous construisions dans la prison une équipe de sécurité pénitentiaire dédiée à ces fonctions-là. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Un plaisir. Merci beaucoup. C'est juste à côté de Médipôle. Donc c'est bien, c'est une petite structure pour moi. Parce que moi, pour moi, c'est plutôt... Ça sera la surprise alors. Comme c'était pas prévu que c'est le mois dernier. 15 mètres de haut, ça laisse des traces. Normalement, je devrais même pas être là, quoi. Bon, vous avez de la chance alors. Ben oui, j'ai encore mes bras et ma tête. Allez, tu peux accrocher sur le brancard, s'il te plaît? Sur le pension. Bah oui, hein. On a le droit de votre avis. Allez, Losange. Oh. Attends. C'est la dernière journée du déménagement de Gaston Bourré sur le Médipôle. La journée où le dernier service à déménager, c'est le service d'orthopédie.
avec des patients de traumatologie, dont certains vont être opérés cet après-midi même au Médipôle. Nous avons ri avec les malades, nous avons pleuré avec eux. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Et vous savez, c'est pas facile de laisser un endroit. Des années, on a travaillé. Voilà. Bah où on part, on ferme boutique là, en plus. On est le dernier service. Nous sommes le dernier service à partir. Et puis, voilà. On se rend compte du vide autour de nous, surtout. Donc, on a un petit passement au cœur. Et puis, on va retrouver nos collègues. Oui, on peut dire que c'est un soulagement et une fierté à la fois d'avoir réussi ce transfert de Gaston Bourret dans d'excellentes conditions, puisque tout s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis, aucun souci avec les patients. Il nous reste 2 jours de travail en termes de déménagement pour enlever tout le matériel qui était encore en service. Par exemple, le bloc opératoire jusqu'au bout était en service ici et en même temps au Médipôle. Et après, effectivement, jeudi soir, on va faire une petite fête avec l'ensemble du personnel pour dire au revoir ou même adieu à Gaston Bourret. Oh oh oh, c'est très très chaud chez vous. Et le voyage est très très long. Depuis le pôle Nord jusqu'ici. J'ai fait les boules en gobelet comme vous voyez là-bas. Et puis après on a installé les guirlandes sur le toit, on a tout fait ça. Tu aimes le Père Noël? Pourquoi? Parce qu'il est gentil. Juan, tu veux combien de cadeaux cette année? Qui sait? C'est super pour les enfants. Ça montre que le Nord il se développe. Et merci aux gens justement qui font tout ça pour le sourire des petits. Moi je distribue des bonbons et elle distribue des ballons. On est déjà venu hier soir et on nous a dit que ce soir il y avait Père Noël qui passait. Donc on est revenu à la demande des petites. Donc ce projet de budget qui vous est présenté retrace l'ensemble des prévisions budgétaires pour l'exercice 2017 avec une répartition des crédits alloués au BP et au PS. Le budget primitif 2017 voté aujourd'hui à l'Assemblée de la province Nord est en légère hausse, plus 6,3% par rapport à 2016. Son montant, 39 300 000 francs, répartis entre le fonctionnement pour 27 milliards et les investissements à hauteur de 12 milliards de francs. Des économies ont donc été faites sur le fonctionnement. En revanche, il y a plus d'investissements. Plus 8% par rapport à l'année dernière, avec un soutien à l'industrie du nickel à hauteur de 5,3 milliards de francs via la Sofinor. Dans ce cadre, la Sofinor a fait savoir à la province Nord que sa filiale SMSP, faute de se voir distribuer des dividendes du fait du contexte susvisé, avait besoin de liquidités pour surmonter cette crise et faire face à ses créanciers d'une part et à ses besoins de fonctionnement d'autre part. L'empreinte totale de la province Nord est doublée au prix des établissements financiers. On passe de 2 à 4 milliards cette année. Ces chiffres montrent malgré tout la volonté de l'institution de continuer à investir dans l'action sociale, l'aménagement du territoire et l'industrie du nickel. En tous les cas, on continue des projets. En matière d'investissement, il y a des grands projets tels que la liaison routière Gomen-Yingen-Gomen. On va engager cette année continuer les études sur le barrage de Pointmout.
Et en fonctionnement, nous n'avons pas de grande... justement, pour contenir le budget, il fallait qu'on contienne ce budget de fonctionnement. À travers ce budget, l'important pour le président de la province Nord et de ses élus est d'assurer le rééquilibrage Nord-Sud, mais aussi Est-Ouest de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a déjà plusieurs options pour occuper les lieux, une solution à court et à long terme. La solution à court terme. Dans un premier temps, des travaux de peinture et des travaux mineurs seront effectués pour pouvoir accueillir d'ici juillet ou août prochain les services du gouvernement. Ceux qui vont déménager. Le service de la DAS sera le premier à déménager. Il occupe actuellement l'immeuble Gallieni et bien en juillet, il sera dans l'ancien hôpital. Le service des affaires coutumières devra aussi faire ses cartons ainsi que d'autres services qui accueillent du public comme la cellule du logement. Pourquoi déplacer les services dans ce bâtiment? Pour deux raisons. D'abord, sécuriser le bâtiment et empêcher toute intrusion, et surtout pour faire des économies. Actuellement, le gouvernement paye des loyers importants pour ces services, au total 600 millions par an. Ces déménagements vont permettre d'économiser 100 à 150 millions. Où seront ces services? Les services seront installés dans des bureaux auparavant occupés par l'ancienne direction ainsi que dans les bâtiments de part et d'autre de l'entrée. Pour les endroits qui resteront vides, la vidéosurveillance du CHT continuera à fonctionner et une équipe de gardiennage sera sur place. Et la solution à long terme? Des réflexions sont en cours afin de valoriser les lieux. Le gouvernement, la province sud, la ville de Nouméa, mais aussi le port, ainsi que d'autres acteurs comme le service des transports ont entamé les discussions. Quelques pistes sont déjà proposées. Créer des commerces, avoir des locaux pour des actions sociales, un endroit pour accueillir des touristes, des logements. Pour l'heure, rien n'est tranché, les institutions doivent se concerter. Le projet final pourrait voir le jour dans 4 à 5 ans. Tu vois, 1, 2, 3. 3 trous. Tu vas tenir comme ça pour souffler comme ça. Ok. Là, je vais aller percer. Avec celui-là, comme il est bien rouge, on pose comme ça. D'abord la verticale. Et puis ça y est. On laisse on n'appuie pas, on laisse juste le fer descendre comme ça. Il est en train de manger le bois. Là. Et puis après, je fais comme ça. Pour arrondir le. Après, normalement, si tu souffles là, ça fait comme les trains. Moi, ce trou-là, je l'appelle toujours, c'est l'âme de la flûte. C'est là qu'on est en train de préparer ce qui va lui donner sa vie après. C'est pour ça que j'appelle ça toujours l'âme de la flûte. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais pour moi, c'est ça. Une fois que j'ai fait ce trou-là, normalement, je teste et puis si je l'ai bien réussi, le son, il doit déjà sortir. Ok. Et maintenant, on va donner aux filles, ils vont dessiner, décorer ça, personnaliser la flûte. Ça va du hashtag le prénom, en passant par la Reine des Neiges. J'ai eu droit à Naruto là derrière moi, Naruto et Dragon Ball. Après, il y en a qui partent sur des designs, la flèche du pays. Voilà, c'est. Bon, je vais leur dire, freestyle. Et c'est libre cours à votre imagination. Alors voilà, il a fait ses dessins dessus. Pour mettre un peu en valeur et puis tirer aussi l'eau qui reste à l'intérieur. La flûte, je vais la passer un coup au chalumeau. D'habitude, on le fait sur le feu, mais voilà, ici, on travaille comme ça. Ah. Là, on va regarder en bas, là. Il y a les gouttes d'eau qui vont sortir. Ça, c'est l'humidité qu'on doit chasser. Il faut aller vraiment cool. Ah ouais. Quand vous soufflez, plus vous allez faire. Ah voilà. Plus vous n'aurez rien. D'accord. Plus vous allez être pas stressé, on va dire, détendu, voilà, cool. Okay. C'est vraiment léger. Vous voyez, quand on ouvre un robinet, là, oui, vous avez un tout petit filet d'eau continu. Oui. Ben, c'est ça le débit d'air qu'il faut envoyer. Bonsoir. Je montre à tous les gens, aux enfants surtout, les petits mecs de chez nous, de se réapproprier ce savoir-faire là, jouer, parce que vraiment, fabriquer une flûte comme ça a l'air de rien, mais c'est énorme le pouvoir qu'elle a. C'est énorme, et puis ouais, non, ça raconte notre histoire, nous. Parce que quand on joue là, c'est là qu'on comprend que voilà,
Ça a l'air simple, ça a l'air bête, mais en fait, quand on la pratique un peu, plus on essaye de rentrer dans la flûte, plus on comprend qu'on est petit, c'est complexe. C'est complexe, elle cache beaucoup de choses. Et je comprends quand les garçons là-haut à Puebo me disaient qu'elle renferme beaucoup de pouvoir. Voilà, c'est ça l'histoire de voilà. Puebo, ça vient d'ici. Ah, titi, waka, titi, waka.